Donc je remercie d'être si nombreux ce soir et vous dire que ce que vous venez de voir à l'écran, en réalité c'est complètement peanuts. Je ne sais pas si vous connaissez les histoires de l'iceberg. Donc l'iceberg, il y a le dessus qui est tout petit et en dessous il y a beaucoup de choses. Ce que vous venez de voir là sur cet écran, c'est le dessus de l'iceberg. En fin de compte, il y a beaucoup plus de choses anormales et immorales en politique que Thévenoud et l'ex-ministre des Finances, M. Cahuzac. Mais, de temps en temps, il faut donner en pâture quelques élus au peuple pour avoir l'impression qu'on moralise et que les choses se rétablissent. Mais je peux vous assurer, moi, et preuve à l'appui, puisque tout ce que je mets dans mes 2 livres, dans mes 3 livres bientôt, si j'arrive à sortir le 3e, ne sont que des choses factuelles, donc irréfutables, recoupées et vérifiées. Aujourd'hui, on est en train de se diriger, si on ne fait pas attention, vers une république mexicaine avec un certain nombre d'élus qui sont corrompus et qui n'ont qu'une idée, garder leurs privilèges et leurs avantages. Aujourd'hui, et je pèse mes mots, on est en train d'installer en France un peuple qui surtout ne doit pas lire ce qu'il y a sur les étiquettes et ne doit pas regarder pour qui il vote. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, on est en train de pacifier tout ce qui est gestion de la vie commune, aussi bien au niveau économique qu'au niveau politique. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on va y venir tout à l'heure, et je le démontre d'ailleurs dans mon 3e livre, du goudron et des plumes. Il y a malheureusement de plus en plus une interpénétration entre le monde politique et le monde économique. J'ai découvert, par exemple, plusieurs amendements qui ont été déposés à l'Assemblée nationale, qui ont été entièrement rédigés par des lobbying économiques. J'en ai un qui a été déposé 41 fois. 41 fois. Le même texte, le même paragraphe, les mêmes virgules. Les gens et les élus ne se sont même pas donné la peine de le recopier. C'est-à-dire qu'ils ont pris l'amendement écrit par un lobbying du tabac, ils l'ont déposé à l'Assemblée nationale à leur nom. Quand je dis 41 élus, c'est tout parti politique confondu. Parce que là aussi, il faut qu'on arrête de croire, comme ça s'essaye de se répandre à droite et à gauche, que les méchants, ils sont à gauche, quand c'est quelqu'un de droite qui vous parle, et que les autres méchants sont à droite, quand c'est quelqu'un, pardon, quand ils sont à gauche, quand c'est quelqu'un de droite qui vous parle. Moi, ce que je dénonce à travers mes livres, c'est le système qui est perverti. Et le système dans lequel s'engonce et s'enfonce avec béatitude une certaine partie des élus qui n'ont qu'un seul objectif, perdurer à travers ce système. Et on n'est plus dans un monde politique de partage, on est dans un monde politique de profit. Et du profit pour quelques-uns. Je le dis toujours, je le dis dans toutes les interviews, je suis toujours effaré par cette histoire de pension de reversion. Vous savez ce que c'est qu'une pension de reversion? Ah, pas encore, c'est normal, vous êtes encore un peu jeune. Donc une pension de reversion, c'est quand votre époux, quand votre épouse meurt, la loi française dit qu'on peut vous reverser la moitié de sa pension de retraite. D'accord? Donc en France, pour un salarié, c'est 54% de 19 000 € maximum si vous n'aviez pas eu de salaire dans votre vie. Est-ce que je suis clair? 54% de 19 000 € maximum, ça fait 1 500 € brut. Donc il faut encore descendre. Si vous n'avez rien travaillé. Moi j'ai une amie qui vient de perdre son mari, d'ailleurs pas loin d'ici, à Saint-Laurent-de-la-Salanque. Elle touche 357 € par mois. Les élus, c'est 66% sans plafond. Moi, j'ai du mal à comprendre qu'une femme d'élu est plus fatiguée qu'une femme d'ouvrier. J'ai du mal à comprendre qu'un élu, par exemple, dans la République, et je le précise bien, encore une fois, tous les élus ne sont pas pourris. J'ai du mal à comprendre que certains élus peuvent toucher jusqu'à 5 retraites. Est-ce qu'il y a dans la salle quelqu'un qui touche 25 000 € de retraite? Dites-moi. Non, hein. Ben, je peux vous assurer que moi, je connais plein d'élus qui les touchent. Et qui, en plus, ont le droit de faire autre chose. Et qui, en plus, ont le droit de toucher des honoraires. Par contre, c'est aussi des gens qui pondent des lois et qui nous expliquent qu'avec 500 €, il faut qu'on se serre la ceinture. Qui nous expliquent que le SMIC à 1 300 €, c'est largement suffisant pour vivre. Qui m'ont expliqué moi une fois, parce qu'il y a un truc qui m'a paru complètement aberrant, par exemple, c'est, vous connaissez le RSA là, qui va bientôt être remplacé, où vous touchez 500 € par mois. Donc quand vous êtes deux, vous ne touchez pas 1 000 €.
quand vous êtes deux et déclaré au RSA, vous touchez quelque chose comme 800 €. Mes chiffres ne sont pas tout à fait exacts pour les puristes, excusez-moi, à la virgule près, à l'euro près, j'ai pas les chiffres, mais c'est sur le principe. Donc 2 personnes, 800 €. Moi, je suis un type pragmatique. Je me dis, attends, 500 € déjà pour vivre en France, c'est pas beaucoup. Donc 2 fois 500 €, 1000 €, c'est le minimum. Non, non. J'ai des gens très intelligents qui font partie de cette oligarchie montante, qui m'ont expliqué que quelqu'un qui est au RSA, au couple, pour faire chauffer un steak, ou 2 steaks, ils utilisent la même poêle. Ils mettent pas 2 fois plus d'huile. Quand ils se rentrent dans la chambre pour rentrer dans leur lit, avec un chauffage qui est à 14 degrés, parce qu'ils n'ont pas le temps pas l'argent pour payer plus cher, ils n'ont qu'une seule lampe. Ils allument qu'une seule lampe dans leur chambre à coucher. Pourquoi les payer 1000 €? Ces gens-là sont complètement hors sol, aujourd'hui. Je le démontre dans mon livre, il y a 1% des députés qui savent ce que c'est que le monde ouvrier. Manuel Valls, que j'ai bien connu, n'a jamais travaillé. Manuel Valls a commencé sa carrière professionnelle comme un assistant parlementaire, après il a été maire adjoint, etc. Il a bossé un petit peu pour Jospin, etc. Donc il ne sait pas ce que c'est que le monde du travail. Il n'a qu'une perception de ce qu'on lui en dit. Et comme dans ce genre de métier, malheureusement, parce que c'est des métiers et ça ne devrait pas l'être, ces gens-là ne sont plus en phase avec la réalité. Ils vous pondent des lois qui sont complètement déphasées avec ce que vivent les gens au quotidien. Et je le mets dans mon livre, aujourd'hui les lois sont de plus en plus bâclées. Ils sont bâclés pour plusieurs raisons. Pour une, ce que je viens de vous expliquer, que ces gens-là ne savent même plus ce que c'est que la vraie vie. Mais qu'en plus, que maintenant on fait des lois, ce que j'appelle des lois médiatiques. Avant, une loi c'était quelque chose de pensé. Il y avait des gens qui bossaient vraiment sur la loi pour essayer de voir si ça correspondait aux attentes, etc. Maintenant, c'est pas ça. Il y a quelqu'un qui se fait mordre par un chien, un pitbull, le lundi. Le vendredi, vous avez 45 députés qui déposent une loi pour dire qu'on va lutter contre les pitbulls dans les banlieues. Et je vous jure, tout ce que je vous dis, en plus, c'est vrai. C'est même pas un mensonge. Je l'ai vécu, et c'est écrit, et j'ai les preuves de ce que j'avance. Et pourquoi ils font ça? Parce qu'ils savent qu'ils risquent de passer à la télé. Et ce qui est marrant par rapport à ce que je viens de vous dire, c'est que la loi, elle existe déjà. Donc en gros, ces gens-là pondent une loi qui existe déjà, qui donc de toute manière ne dépassera pas le stade de la commission, mais ils seront passés à la télé. Et la plupart des lois, maintenant, ne sont pas faites en fonction du besoin de la population, mais du besoin du buzz médiatique du député qui va la présenter. Et là, ça devient grave. Je vais vous donner 2 autres exemples. Et Madame Kosciusko-Morizet, qui dernièrement nous a demandé la prison à vie pour les terroristes. Déjà, petit problème, j'ai beaucoup de mal, comme pour la déchéance, c'est que, ok, mais comme la plupart des mecs Congo, ils sont déjà morts ou en morceaux, les condamner à la prison à vie, ça ne sert pas à grand-chose, comme pour la déchéance nationale. Mais en plus, de toute manière, c'est anticonstitutionnel. Elle le sait. La prison à vie, ça ne passera pas le cadre de la loi. Parce que c'est interdit par la loi française et c'est interdit par la Constitution. On va peut-être encore changer la Constitution encore une fois. Mais donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ces gens vous proposent des choses qu'ils savent pertinemment que ce n'est pas applicable. On est encore dans le médiatique et dans le fait qu'il faut calmer les gens. Donc on leur balance n'importe quoi. Et tout ce genre de détails, je pourrais vous en parler pendant 2 heures. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'acheter le livre, parce qu'en plus, je connais l'auteur, il est sympa. Donc profitez-en. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Que tout est fait, aujourd'hui, malheureusement. Non, c'est une chose qu'il faut que je précise, c'est quand même important, tu feras cut, Patrick. Tous les élus ne sont pas pourris. Mon discours, c'est pas pour jeter l'eau du bain et le bébé avec. Donc tous les élus. Mais par contre, ce que je dis, et je le dis toujours, c'est que plus on monte dans le haut de la pyramide, plus les élus sont pourris. Le petit élu de campagne, le conseiller municipal délégué aux fêtes et cérémonies sur la petite ville du coin, celui-là, il n'est pas pourri. Parce que celui-là, il touche même pas des fois 200 € par mois et il en dépense 500 uniquement au bénéfice de la cité. Le petit maire de la commune, là, en ce moment, ils sont en train de se rebeller parce qu'on essaie de leur faire augmenter leur indemnité quand ils ont plus de 1000 habitants. Celui-là, je peux vous assurer, moi j'en connais plein, il dépense plus d'argent et de temps à s'occuper de la commune que de bénéfices dont il en retire. Parce que lui, en général, ces petits maires, ces petits élus, ils ont que les emmerdes.
Parce que eux, ils se font allumer dès qu'ils font une erreur, parce qu'ils n'avaient pas la secrétaire pour pouvoir le machin, ils connaissaient pas la loi, et c'est eux qui sont attaqués qui sont mis en examen pour prise illégale d'intérêt, parce qu'ils ont cru bien faire sur quelque chose, et qu'en fin de compte, comme ils n'avaient pas le conseil, les assistants autour d'eux, ils ont fait une petite bourde administrative, et ils se retrouvent, eux, condamnés. Donc ceux-là, je les mets pas en cause. Ceux-là sont vraiment des gens qui sont là pour s'occuper de la cité, dans le sens étymologique du mot politique. Politique, s'occuper de la cité. Moi, je parle des gens qui sont en haut de la pyramide. Ceux qui commencent à cumuler les mandats. Ceux qui commencent à cumuler les avantages. Et Dieu sait s'ils en cumulent les avantages. Et je vous ai donné un truc que j'ai déjà dit aujourd'hui dans une autre conférence. Je vais vous donner un scoop. Vous savez qu'on est le pays au monde où il y a le plus d'élus. 618 000 élus en France. On est le pays au monde où il y a le plus d'élus. Et il y a une loi qui va passer en mars 2016, qui va être applicable, qui est la loi sur le non-cumul des mandats. Ben, on nous a expliqué que c'était une bonne loi. Que c'était quelque chose qui va encore aller moraliser encore plus la vie politique. Moi, je vais vous prouver le contraire. Ouais, je vois des grands yeux qui s'ouvrent. Ben oui, parce qu'on a 618 000 élus. Donc l'élu qui a 3 ou 4 mandats, dont un petit mandat dont il va se débarrasser. Le petit mandat à 1 000 € qui lui permet de lui payer ses cigares. Il va refiler le mandat à un copain. Il ne faut pas croire que le mandat, on va le laisser partir dans la nature. Donc on va s'arranger pour que le type qu'on n'a pas encore pu remercier puisse être élu sur ce petit mandat. Et il va être élu parce que voilà, les gens ne vont pas suivre et puis ils vont dire c'est normal, etc. Mais ce petit élu qui arrive dans le circuit des politiciens, il ne va pas se contenter de 1 000 €. Il va nous expliquer, ou on va nous expliquer, que si on veut que les élus ne soient pas des truands, il faut que quelque part ils aient les moyens de ne pas être corrompus. Ça, c'est la formule qu'ils emploient à chaque fois. Donc, du coup, on va augmenter cet élu sur son indemnité pour qu'il ait une indemnité décente. Donc, déjà, vous voyez, on va avoir plus d'élus et on va dépenser plus de pognon. Sur une loi qui était faite pour faire le contraire. Et en plus, je termine, parce que je les connais. L'élu qui aura lâché son petit mandat, lui, ben, il aura perdu de son train de vie. Il ne va pas l'accepter longtemps. Donc ils vont s'arranger pour faire revoter une petite loi où ils vont augmenter un avantage ou ils vont augmenter encore une de leurs indemnités. Ce qui fait que sur une loi qui avait l'air intéressante au démarrage, sur le non-cumul des mandats, on va se retrouver avec encore plus d'élus et encore plus de pognon à dépenser pour ces élus. Et en plus, avec des élus qui vont donc devenir eux aussi des alimentaires. Donc ils vont être redevables. Donc ils vont fermer les yeux. Donc ils ne vont pas regarder l'élu au-dessus d'eux qui truande. Et le système ne va pas changer. Est-ce que je suis clair jusque-là? Un autre problème aussi, c'est, et je le dis souvent, c'est aujourd'hui on arrive à des taux d'abstention de 80%. 80% d'abstention. Personne ne s'en rend compte. Est-ce que vous savez, par exemple, vous savez qu'il y a eu des élections régionales en décembre 2015? Vous êtes au courant? Vous êtes au courant qu'on nous a expliqué qu'on réduisait les régions de 22 à 13 pour faire des économies, on est d'accord? C'était bien ce que j'entendais à la télé, hein, en manipulation populaire. Bon, ça ne les a pas empêchés, un coup à 2 h du matin, avec un élu qui s'appelle Carlos da Silva, que je connais bien, qui est donc le suppléant de Manuel Valls, de faire voter un amendement comme quoi garder le même nombre d'élus. Donc aujourd'hui, on a moins de régions pour faire des économies, mais on a autant d'élus. Moi qui suis dedans, je peux vous dire que s'il y a autant d'élus, je sais ce que ça veut dire. Ça veut dire même argent pour les groupes. Même nombre de chauffeurs. Même nombre de bureaux. Même nombre d'assistants pour les élus. Ils sont où les économies? Sur le personnel. Donc encore une fois, d'une bonne annonce où on nous a bien manipulés, on se retrouve complètement... Allez, je ne répéterai pas, baiser. Autre petit détail sur les régions. Déjà, ce qui m'a foutu les boules, je vais remarquer le quand même, parce que les gens, malheureusement, ont tellement d'influence. C'est quelle est la première chose qu'ont fait les conseils régionaux? Qui, quelque part, nous avait vendu le fait qu'il fallait revoter pour des régions et tout en faisant des économies. Première chose qu'ils ont faite pour la plupart, c'est d'augmenter leur indemnité. Jusqu'à 70% pour certains. Et qu'on ne me dise pas que c'était la loi. Oui, ils pouvaient augmenter leurs indemnités. Mais oui, ils pouvaient ne pas le faire. Ils l'ont fait quand même. Donc vous voyez bien qu'il y a quand même un malaise. Mais je vous en donne une autre. Vous savez avec combien de pourcentage ont été élus les conseillers régionaux en décembre 2015?
Donnez-moi un chiffre. Tiens, monsieur, donnez-moi un chiffre. Avec combien ils ont été élus? Avec combien de pourcentage les élus conseillers régionaux ont été élus en décembre 2015? Vous savez pas? Allez, je vous le donne parce que sinon vous allez tous dans la salle ne pas savoir. Ils ont été élus avec 3,8% de l'électorat. Je vais vous expliquer. 3,8%. Et personne ne s'en est rendu compte. C'est simple à comprendre. 100% de vote d'inscrits, d'accord? 60% d'abstention. Donc ça nous fait déjà 40% de votants. Tout le monde me suit? Sur les 40% de votants, vous retirez en hypothèse basse 2% de nuls et de blancs. Donc 40 moins 2%, ça fait combien? Ça fait 38%. Or, dans la loi, pour les élections régionales et pour des élections, pour être au deuxième tour, il faut avoir fait 3,8% des votes exprimés. Donc, pardon, il faut avoir fait 10% des votes exprimés. Est-ce que je suis clair? Tu cutteras et tu reprends ça. Donc je reprends. Or, pour être élu au conseil régional et passer au deuxième tour, c'est la loi, il faut avoir fait 10% des votes exprimés. Donc 10% de 38%, ça fait combien? Merci madame. Elle a suivi. On vient une qui suit. 3,8%. Et comme nous sommes dans une élection à la proportionnelle, et c'est là où il y a le truc, c'est-à-dire que quand vous êtes dans une élection à la proportionnelle, que pour l'élection régionale, les 6 ou 7 premiers de la liste de gauche ou de la liste droite bloc monolithique, qui vont au deuxième tour, sont sûrs d'être élus. Est-ce que je suis clair? Vous passez la rampe du deuxième tour, vous êtes sûr d'être élu, puisque c'est une élection à la proportionnelle. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 6 ou 7 premiers de la liste de gauche ou de la liste de droite monolithique est passé au deuxième tour avec 3,8% des électeurs. C'est QFD. Est-ce qu'aujourd'hui ces gens sont légalement élus? Oui. Mais sont-ils représentatifs de la population? Moi, je dis non. Il y a des communes, aux élections municipales, dernières élections municipales, les 30 plus communes de France, les 30 plus grandes communes de France, les listes ont été élues avec moins de 2 électeurs sur 10. Moins de 2 électeurs sur 10. Est-ce qu'aujourd'hui, être élu avec moins de 2 électeurs sur 10 est quelque chose qui représente vraiment la population? Moi, personnellement, je dis non. Et je dis qu'à un moment donné ou à un autre, il va falloir qu'on change les choses. J'ai pas la science infuse et je me permettrai surtout pas de poser des dictats comme pour moi. Je milite, par exemple, pour le vote obligatoire. Alors je sais, il y a des gens tout de suite, je vois des bras qui se lèvent, la liberté, etc. Moi, je parle pas de liberté, là, je parle de citoyenneté. Si vous voulez vraiment avoir des élus représentatifs, la seule façon qu'on a aujourd'hui de réagir, de changer les choses, c'est le vote obligatoire. Quand vous avez une gangrène, qu'est-ce que vous faites? On coupe le bras. Il n'y a pas de solution avec une gangrène. Aujourd'hui, avec 80% d'abstention, il faut qu'on prenne des décisions radicales. Et je vais vous expliquer pourquoi le vote obligatoire est intéressant. Et ça existe déjà dans plein de pays. Déjà, et ça, il faut vraiment que vous le sachiez, à partir du moment où vous faites le vote obligatoire, vous supprimez la case abstention. Est-ce que je suis clair? Si vous supprimez la case abstention, la seule manière politique des gens de ne pas être d'accord avec la gauche, la peste, le choléra, les chemises brunes ou les chemises noires, c'est donc de voter blanc. Et si donc vous votez blanc dans le cadre d'un vote obligatoire, ils sont obligés d'en tenir compte en pourcentage. Est-ce que je suis clair? Et s'ils en tiennent compte en pourcentage, il faut mettre un seuil. Et c'est la seule façon qu'on a aujourd'hui de dire, moi je veux pas de la gauche, je veux pas de la droite, je veux pas de les chemises brunes, je veux pas des chemises roses, le vote obligatoire, je vote blanc. Si vous laissez l'abstention dans le panel de possibilités de vote, vous ne pourrez jamais tenir compte du vote blanc comme un seuil où vous dégagez les candidats en présence. La seule façon de le faire, c'est d'éliminer l'abstention et donc de faire un vote obligatoire. C'est la seule technique qu'on aura aujourd'hui de faire qu'en plus, je termine ma démonstration par rapport à ça, que un élu soit élu avec un réel pourcentage. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Moi, je l'ai vécu. Hein. On vous dit, telle personne a été élue avec 67% des voix. Ouais. 67% des voix, 10% de votants.
67% des voix de 10% de votants. Alors que si on fait le vote obligatoire, on tient donc compte de tous les votants, y compris les pourcentages sur le vote blanc. Et la personne qui sera élue avec 30% sera élue avec 30% de 98% des électeurs. Ça change déjà. Et donc ces gens-là redeviendront représentatifs de la population. Et ces gens-là, à partir du moment où il y aura plus de gens qui vont voter pour eux, parce que je le dis aussi, aujourd'hui en France, les gens qui sont le mieux élus, c'est les truands. Plus vous êtes un truand, plus vous êtes un ripou, plus vous avez des chances d'être élu. Et c'est simple à comprendre. Pourquoi? Parce qu'un bon élu ripou, c'est un bon escroc. Et un bon escroc, qu'est-ce qu'il fait? Il sait serrer les mains. Il sait être jovial. Il sait offrir les petits chocolats aux petits vieux le moment de Noël. Il sait employer les gens dans sa commune en faisant travailler le fils de, la fille de, etc., etc. Donc c'est un mec qui a une clientèle. Cette clientèle, elle lui est redevable. Plus les gens s'abstiennent, plus son panel de clientèle fait qu'il est sûr d'être élu. Et en plus, comme c'est un bon escroc, le mec, il est connu sur le terrain. Et comme la vie politique aujourd'hui fait que les gens deviennent des professionnels. Le mec qui démarre sa carrière professionnelle en tant qu'élu, il n'a pas du tout envie d'aller se présenter dans une commune où il est sûr que le mec va lui foutre une raclée. Il veut tout de suite être dans une commune où quelque part il va être élu. Donc contre ces gens-là, où il y a déjà une forte abstention, et donc sont déjà quasiment, personne en général ne se présente contre eux. Et ne se présente contre eux que le militant de base qui milite depuis 30 ans, le vieux écolo babacool, etc., qui est sûr, lui, de ne pas être élu. Donc quand on démonte le système, on s'aperçoit aujourd'hui qu'avec le système actuel de vote, plus tu es un truand, plus c'est facile d'être réélu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des élus qui sont quasiment réélus à vie. D'ailleurs, je vous signale quand même que moi je deviens un petit peu fou par rapport aux élus en France aujourd'hui. Et encore une fois, je le dis bien, tous les élus ne sont pas pourris. Mais quand on parle des élus, on parle de certains élus, on parle de quoi? Ils sont dans leur fief. Ils sont aux affaires. Ils ont un portefeuille. Vous n'avez pas l'impression que c'est des formules du Moyen-Âge? Des formules économiques? Ça veut dire quoi avoir un portefeuille dans le monde des affaires? Ça veut dire quoi être dans son fief? On est des serfs? On redevient des serfs? Mais quand je regarde, mais putain, c'est vrai qu'ils sont dans leur... c'est des seigneurs là où ils sont les mecs. Ils sont élus de père en fils pour certains. Moi je connais des endroits où il y a toute la famille qui est élue. Tiens, au Moyen-Âge, c'était pas comme ça. On n'a pas fait une révolution pour que ça change. Ben, aujourd'hui, on est dans un système qui, moi, me donne l'impression d'être revenu au Moyen-Âge. Avec des seigneurs, et surtout, des électeurs qui se taisent. On ne demande pas de compte. On ne regarde pas. On ne regarde pas ce qui est sur le bulletin de vote. Ce que je vous disais en préambule. Aujourd'hui, on veut une société où les gens ne lisent pas les étiquettes. Donc t'achètes, tu te tais et tu manges. Et tu ne regardes pas pour qui tu votes. Et pour eux, c'est un vrai bonheur. Sauf qu'aujourd'hui, il y a les peuples qui sont plus d'accord. Aujourd'hui, il y a Internet. Aujourd'hui, on arrive à savoir. Aujourd'hui, il y a des emmerdeurs publics comme moi qui écrivent des livres et qui vous disent ce qu'il y a sous le tapis. Aujourd'hui, il y a des gens comme vous qui achetez ces livres-là. Achetez-le d'ailleurs, il est là. Et il y a des gens qui achètent ce genre de livres et qui lisent. Et qui, quand ils regardent leur élu après, leur disent, mais attendez, vous rigolez, bonhomme. Vous me dites que vous êtes pauvre. Et moi, j'ai pas trouvé un seul député qui touchait moins de 13 000 euros net. Sur leur propre déclaration. Hein. Tout ce que j'ai écrit par rapport à leur salaire, pardon. Leur revenu mensuel, c'est eux qui l'ont déclaré. 13 000 euros net. Et ces gens-là viennent de voter une loi. On va pouvoir fouiller dans le compte en banque des gens qui touchent le RSA pour savoir s'il y a un ou deux mecs du RSA qui le truand. Mais pourquoi ils ne fouillent pas dans leur compte en banque à eux? Il y a même un amendement, et je le mets dans du goudron et des plumes qui n'est pas passé heureusement. Il y a un type qui a, je vous jure que ce que je vous dis encore une fois est vrai. Il y a un type qui a déposé un amendement où si jamais c'était passé, on pouvait écouter les conversations téléphoniques des mecs qui étaient au chômage. Légalement. C'est-à-dire qu'avec cet amendement, des mecs de Pôle emploi, pour vérifier si vous étiez bien au chômage, allez écouter vos conversations téléphoniques. Non mais, j'hallucine. Heureusement, cet amendement-là n'est pas passé. Heureusement que grâce à des gens comme nous et comme vous, quand on arrive à savoir ces deux choses-là, il y a encore quelques journalistes qui sont libres,
je fais gaffe à ce que je dis, parce que ça va buzzer, qui dénoncent ce genre de choses dans les journaux. Mais moi, il y a une loi qui est passée il n'y a pas longtemps, sur la loi, sur l'amendement qu'ils voulaient faire passer pour réduire l'allocation des handicapés. Vous l'avez vu? C'est génial cet amendement, heureusement qu'il n'est pas passé. Donc un handicapé qui est déjà chargé dans la vie, il touche 700 € en moyenne, d'accord? Ils allaient prendre un amendement où le mec, s'il avait réussi sur ces 700 € à économiser 3 centimes et les mettre sur la caisse d'épargne, ils allaient aller voir combien il avait sur la caisse d'épargne pour lui réduire les intérêts qu'il a sur son allocation. Mais on va où? Déjà un handicapé avec 700 €, comment il fait pour vivre aujourd'hui? Et c'est des gens qui, je le rappelle, ne savent pas ce que c'est que le travail, qui bouffent des ortolans, qui se font rembourser 3 déjeuners par jour parce qu'ils ont des frais de représentation, qui pondent des lois pour ça. Pendant combien de temps on va se laisser faire? Pendant combien de temps on va être des abrutis et des idiots comme on est aujourd'hui? Parce que je vous le signale, dans le délit d'élu, j'avais mis le nom de 400 personnes qui avaient fait des choses pas bien. Il y en a 250 qui ont été réélus. Pendant combien de temps on va être cons? Moi, je vous pose la question. Il est temps aujourd'hui de rétablir la politique dans le sens étymologique, c'est-à-dire s'occuper réellement de la cité et dans le cadre d'un partage, pas dans le cadre du profit de quelques-uns au détriment de tous les autres. Voilà, je pourrais vous parler pendant 2 heures, je vais arrêter et je vais répondre à vos questions. Merci de m'avoir écouté. Alors, madame, monsieur, madame. Non, madame. Madame, allez. Comment réagissent les autres parlementaires ça, par rapport Ils m'ont pas encore tué. Non. Mais ça va pas tarder. Pour l'instant, j'arrive au seuil de ce que j'appelle le seuil Coluche. Vous vous rappelez, Coluche, tant qu'il n'était pas gênant, tant qu'il n'était pas à 15%, tout le monde rigolait, tout le monde se foutait de sa gueule, etc. Quand il a commencé à faire 15% des voix dans les sondages, ça a commencé à chauffer pour lui, son garde du corps et un tas de choses. Donc là, j'arrive dans un seuil où, comme le livre se vend bien, entre guillemets, parce que là, c'est un truc de fou, quoi, qui m'arrive. Moi, j'ai fait aucune télé nationale, le livre se vend. Tous les hommes politiques font plein de télé nationales, ils n'en vendent pas un seul. Donc, il y a quand même quelque chose qui se passe, il y a une espèce de vague qui est en train de monter. Donc là, je reconnais que je commence à devenir gênant. Donc, je ne roule plus en scooter. Je ne me penche pas aux fenêtres à 5e étage. J'évite d'aller me balader du côté de la Suisse pour pas qu'on dise que j'ai un compte. Voilà, j'ai pas de maîtresse attitrée, voilà, tout ça pour être sûr de ne pas avoir de gros soucis incessamment sous peu. Parce que ces gens-là, dites-vous bien que ça représente beaucoup d'argent et qu'à un moment donné, ça gêne. Et que ces gens n'aiment pas comme M. Cahuzac, vous l'avez vu tout à l'heure. Pendant 4 mois, il s'est tenu bec et rond comme quoi il n'avait pas d'argent. Et le pire dans cette histoire, et je le mets dans le bouquin, moi j'ai réussi à planter 4 élus parlementaires qui étaient les premiers à hurler après Cahuzac. Il y en a même un, je vous jure que c'est vrai, c'est factuel, il y en a même un qui faisait partie d'une commission de lutte anticorruption, qui avait déclaré par écrit, ouais, Cahuzac, qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure, il faudrait qu'on le rende inéligible à vue, c'est inadmissible, il a trahi la République, ouais. Bah, 6 mois après, on découvrait que ce mec-là, il avait un compte en banque en Suisse avec 1,5 million d'euros dedans. Donc ça suffit, quoi. Arrêtez de nous prendre pour débiles. Mais je comprends, la soupe est tellement bonne. Le système est tellement bon que c'est très très dur de ne pas succomber. C'est très très dur quand on vous offre... Moi je l'ai vécu, j'étais président de la formation professionnelle et de l'apprentissage sur l'Île-de-France. Du jour au lendemain, vous devenez quelqu'un d'important. Du jour au lendemain. Moi je le mets dans mon bouquin, pendant une demi-journée, tout le monde disait « Monsieur le Président va bien », mais je croyais qu'il parlait de Jean-Paul Huchon. Non, c'est de moi qui parlait. Ben oui, il va bien. Est-ce que Monsieur le Président voudrait un fauteuil? Ben, allez lui demander, Jean-Paul, s'il veut un fauteuil. Ouais, non, c'est de moi qui parlais. Et du jour au lendemain, les gens changent d'attitude vis-à-vis de vous. Du jour au lendemain, vous devenez beau. Moi, je sais que je suis pas beau. Bon, j'ai un peu de charme, je sais. Mais je suis pas fondamentalement beau. Et ben, du jour au lendemain, vous êtes beau. Les femmes vous trouvent beau. Je vous jure que c'est vrai. Et ben, on se pose des questions, on se dit, mais on finit par y croire, hein. Parce qu'une fois qu'on vous dit qu'une fois t'es beau, arrête, tu déconnes. 2 fois, ah ouais 3 fois, ah ouais, d'accord. Puis la 4e fois, on y croit. Et une fois qu'on y croit à ce genre de choses, c'est très très dur de revenir à la réalité. Parce que vos pieds commencent à se décoller du sol. Vous marchez sur ce que j'appelle un petit nuage de béatitude. Je suis le plus beau, je suis le plus intelligent, tout ce que je dis c'est bien. Et vous y croyez. Et comme la petite cour de courtisans qui s'installe autour de vous, vous conforte dans le fait que tout ce que vous dites est génial. Il fait beau aujourd'hui. Ah, c'est bien ce que tu as dit. Oh, mais tu as vu comment il a dit ça?
Mais quelle élégance, mais c'est profond. Bah ouais, il fait beau. Vous y croyez très vite. Très très vite. Et là, le piège, il est là. Donc moi, j'ai pas la solution. Hein. Moi, le premier, je le dis, à un moment donné, j'ai eu la grosse tête. Heureusement que j'ai toujours gardé mes amis d'avant. C'est-à-dire que le type que vous avez connu quand vous n'étiez pas connu, justement, quand vous étiez, etc., qui vous dit « Eh bonhomme, redescends un petit peu », puis d'un seul coup, vos chaussures redescendent sur terre. Donc j'ai eu cette chance. J'ai eu cette chance. Mais tout le monde n'a pas forcément cette chance, donc moi je leur jette pas forcément la pierre. Parce que, en fin de compte, ils cèdent aux sirènes. Ils cèdent aux sirènes. Ce que je veux, c'est qu'on change le système. Ce que je veux, c'est qu'on mette plus de contrôle. Plus de contrôle. Aujourd'hui, il n'y a aucun contrôle, on est dans l'opacité la plus complète et tout le monde se conforte là-dedans. Parce que le peuple est responsable. Vous êtes responsable. Vous élisez des pourris. Parce qu'en France, on préfère élire un élu corrompu qu'un élu intègre. Parce que ce que je vous disais tout à l'heure, un élu intègre, il ne vous donnera pas de logement en douce. Un élu intègre, il n'embauchera pas votre femme à la commune. Un élu intègre, il ne fera pas sauter vos PV. Donc ce mec-là, il ne nous intéresse pas. Vous ne pourrez pas avoir le député pour qu'il ait une petite combine, un petit coup de téléphone pour que votre gosse il puisse rentrer à l'université. Un élu intègre, il dit tu fais la queue. Donc l'électeur lui-même ne veut pas forcément d'un élu intègre. C'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on renforce le système et qu'on mette des contrôles. Si l'électeur... Allez-y. Si l'électeur lui-même ne veut pas qu'on change le système... L'électeur veut, quand que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse. L'électeur veut qu'on arrête qu'on arrête de rembourser les PV aux gens qui se garent devant chez eux. Sauf quand c'est eux qui se garent devant Oui, mais de toute façon, ils vont... on va demander à des gens de voter quand même. On va continuer à demander à des gens de voter. Oui. Donc c'est le système du vote qui convient pas. C'est le système du... Non, là je vois où vous voulez revenir. Moi, je n'ai pas la prétention de dire il faut faire des assemblées constituantes, il faut remonter un truc. Il y a plein de trucs qui sont en train de monter à l'heure actuelle, qui dit qu'il faut supprimer le vote, qu'il faut trouver d'autres systèmes. Moi, pour l'instant, le vote me convient à partir du moment où on change le système de vote et qu'on oblige vraiment aux gens à faire acte de citoyenneté. Maintenant, s'il émerge un autre système, pourquoi pas? Moi, c'est le seul que je connais aujourd'hui pour l'instant qui n'est pas bien fait, qui est plein de... Par exemple, je milite pour un vote obligatoire en semaine pendant les heures de travail. Hein. Pas le dimanche. Hein. Surtout quand il fait beau. Hein. Parce que ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Donc ça se fait dans le pays, c'est en semaine pendant les heures de travail. On vous donne 1 heure et vous allez voter. Vous remplissez votre devoir citoyen. Parce qu'il ne faut pas oublier, et on oublie souvent. C'est pas depuis longtemps qu'on vote. Hein. Les femmes, il y en a dans la salle. Vous votez depuis la dernière guerre. Hein. Avant, vous ne votiez pas. Hein. Donc c'est un droit qu'on a tendance à oublier. Moi, je me rappelle, non, je n'étais pas né, mais ouais, je suis pas si vieux que ça quand même, qu'à un moment donné, les femmes, ils militaient pour aller voter. Parce qu'ils trouvaient anormal qu'ils ne puissent pas voter. Où ils sont? Où il est la arme de ces femmes à l'époque qui se battaient pour avoir la reconnaissance du droit d'aller voter? Aujourd'hui, ils s'en servent même pas. Moi, j'ai réussi, j'ai planté des gens dans des lits d'élus, et j'en veux beaucoup aux femmes, excusez-moi, celles qui sont dans la salle. J'ai des mecs qui ont été condamnés pour agression sexuelle. Condamnés. Première instance, appel, cassation, tout terminé. Les mecs qui sont réélus au premier tour, ils n'ont pas été réélus que par les hommes. Hein. Ils ont été réélus aussi par des femmes. Comment une femme peut réélire un mec qui a fait acte de violence sur une autre femme? Comment? Eh bien, j'ai les noms dans des lits d'élus. Et ça aussi, il va falloir qu'il y ait un degré, une élévation du degré de conscience. Parce que pour moi, c'est inadmissible. J'en ai mes mains. Alors, il est bien, celui-là. Parce qu'en plus, il faut que vous sachiez que les élus ne sont pas coupables. Bah, ils ne peuvent pas être coupables, ils sont élus. Et puis, ils sont innocents quand ils sont réélus. C'est vraiment des formules que j'ai retrouvées beaucoup hein, dans les écrits, dans les minutes de procès. J'en ai un qui est génial. Donc, il a harcelé une femme pendant un paquet d'années. Au bout d'un paquet d'années, la femme monte au 7e étage d'un immeuble, elle se jette par la fenêtre. Autant vous dire qu'elle n'en a pas rééchappé. Donc là, quand même, la justice se penche sur le cas. Et le mec, il est quand même condamné pour harcèlement, etc. Un maire hein, d'une commune. J'ai lu toutes les minutes du procès, du début jusqu'à la fin. Et le mec était tué, puisque là, il a encore été condamné, il va en cassation, il essaie de faire une cour européenne pour faire reconnaître qu'il n'était pas coupable. Pas un seul moment, il reconnaît sa faute, et sa seule litanie, c'est un complot contre moi. Dans les minutes de procès, hein.
Je vous rappelle que la nénette s'est suicidée. Non, non, c'est un complot, elle l'a fait exprès. Ah bah ouais, tu penses. Ces gens-là, à un moment donné, sont incapables de comprendre qu'ils dépassent la ligne rouge. Combien de fois j'ai entendu, mais attendez, je peux pas être coupable, je suis élu. Comme si le fait d'être élu rendrait innocent. Il y a un moment donné, il faut que ces gens-là, là aussi, redescendent sur terre. Et j'en veux aussi aux juges. Parce que les lois françaises sont bien faites. C'est-à-dire que la loi sur l'éligibilité, elle existe. Mais elle n'existe qu'en peine complémentaire. C'est-à-dire que la Constitution a dit qu'on ne pouvait pas la faire de façon systématique pour un élu, on ne pouvait pas le rendre inéligible de façon systématique. Ok, je me plie devant les juges. Mais pourquoi les juges n'appliquent pas les peines complémentaires quand ils peuvent? Vous savez pourquoi? Parce que j'ai quand même creusé la question. Parce qu'ils estiment que c'est pas à eux de le faire. Que si un mec est un ripou, c'est aux électeurs de le virer. Et pas aux juges. Sauf que par rapport à ce que je viens de vous expliquer précédemment, est-ce que je suis clair dans ce que je viens de dire? Et ça, c'est pour ça que souvent dans certains jugements, le juge ne prononce pas l'inéligibilité alors qu'il pourrait le faire puisque le délit correspond à une possibilité d'inéligibilité. Mais comme le mec est connu, etc., je rentre dans les détails, il ne la prononce pas. Et on dit, ça sera à l'électeur de trancher. Mais l'électeur, il n'est pas au courant. Pour toutes les raisons que je viens de vous dire, l'électeur est au courant, ou il en a tellement marre de l'élu qui a été condamné qu'il ne va même plus voter. Donc vous voyez bien que le système, il est vérolé, et que quelque part, il faudrait qu'on le rechange. Et pour le rechanger, ça ne peut être qu'en essayant de refaire voter des lois. Je le dis toujours, il y en a une moi, qui me plaît bien depuis 3 ans, je l'hurle partout. En France, il y a 396 métiers, 396, où pour travailler, il faut présenter un casier judiciaire vierge. Si vous n'avez pas de casier judiciaire vierge, vous ne pouvez pas être ambulancier, pompier, taxi, enseignant, fonctionnaire. Pire, si je suis fonctionnaire et que je suis condamné pour un délit, on peut me virer du métier de fonctionnaire sans indemnité, me mettre à pied, etc. Je n'arrive pas à comprendre que pour être élu, on ne soit pas obligé de présenter un casier judiciaire vierge. Eh ben non. En France, vous pouvez avoir été condamné et vous présenter comme élu sans problème. Il y a quand même une aberration. Ça, c'est le b.a.-ba. Et à la limite, il n'y a pas besoin de loi pour ça. Hein. Juste un décret, juste une charte, etc. Et ça, un élu qui a été condamné ne peut pas être élu ou réélu. C'est simple. Je vous assure que déjà on fera un petit peu de ménage. Et qu'on ne me dise pas que c'est pas logique, le mec il a payé sa dette, ça va quoi. Ça va. Hein? Si c'est valable pour toi, pourquoi c'est pas valable pour le fonctionnaire? Si c'est valable pour toi, pourquoi c'est pas valable pour le chauffeur de taxi qui peut pas bosser? Parce qu'il a fait une petite connerie quand il avait 18 ans, que c'est sur son casier judiciaire. Il faudrait que la loi elle soit applicable aussi bien à celui qui est élu qu'à celui qui vote pour l'élu. Or, aujourd'hui, on fait des lois pour ceux qui votent, pas pour ceux qui sont élus. Et ça aussi, il va falloir que ça change. Parce qu'un jour ou l'autre, le peuple va se lever. Hein. Moi, je le vois, hein, il y a plein de gens qui commencent à avoir ras-le-bol. Quand il y aura 90% de gens qui n'iront pas voter, on va faire quoi? Et on y est à la porte des 90% d'abstentionnistes. Jusqu'à quand ils vont pouvoir résister, les élus? Et encore une fois, je le redis, il faut que je le dise à chaque fois, tous les élus ne sont pas pourris. Je parle de vraiment des élus qui décident. Hein. Le petit élu qui est chargé, qui est délégué au monument aux morts, en général, lui, il n'a pas grand-chose. De toute manière, il n'a pas les moyens de faire quelque chose. Hein. C'est ceux qui ont les moyens. On commence vraiment à rencontrer des élus pourris, par exemple, à ceux qui ont la délégation du logement. Moi, j'ai beaucoup d'agressions sexuelles dans les adjoints chargés du logement. Tu veux un logement? Il faudrait peut-être que tu te couches un peu. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, dès que les mecs ont les moyens de truander, ils en profitent. Monsieur, vous avez une question? Dans le film, on dit qu'il y a une certaine quantité d'argent qui passe d'une poche dans une autre, ouais. de plusieurs poches dans plusieurs autres. D'où vient cet argent? De la poche à vous. Parce que c'est vos impôts. De votre poche. Mais il est tiré d'un compte qui se trouve à la Société Générale. Oui, et mais il est versé par les sénateurs, il est versé par les groupes, par les sénateurs, j'ai pas le détail parce que je vois ce dont vous parlez. Il y a un certain nombre de subventions qui sont versées aux groupes parlementaires, etc., ou aussi bien au Sénat qu'à l'Assemblée nationale. Il y a des réserves parlementaires, il y a de l'argent un petit peu, etc. Il y a un tas de systèmes, ce que j'appellerais de vases communicants. Par exemple, un sénateur, il a grosso merdo entre 150 000 et 300 000 euros par an à distribuer. C'est beaucoup, hein, on ne sait pas ça. Et c'est de l'argent qu'ils distribuent comme ils veulent. Donc, comme vous l'avez vu, vous montez une petite association
machin, vous versez cet argent à l'association, et puis après, c'est le problème de la cascade. Comme il n'y a pas de contrôle en plus, c'est là où je suis foudrage. Il n'y a pas de contrôle, ces gens-là, à un moment donné, ils font ce qu'ils veulent. Quand vous pouvez ne pas déclarer, et on est le premier à le faire, le petit truc au black que vous avez fait pour nourrir votre famille, on n'est pas malade, on ne va pas aller le déclarer aux impôts et on ne va pas le déclarer. Hein. On est bien d'accord, on est tous comme ça. Sauf que nous, on fait ça pour ça. Bah, eux, ils le font pour ça. Mais comme il n'y a pas de contrôle, et il y a encore moins de contrôle chez eux, parce que ceux qui sont le plus contrôlés aujourd'hui, c'est nous. Hein. C'est les salariés. Hein. Parce qu'un salarié, c'est vachement facile de le contrôler. Aujourd'hui, avec l'interpénétration des fichiers, etc., le moindre mec qui est salarié, vous pouvez le coincer comme vous voulez. Dès qu'on sort de ça, et ces gens-là ne sont pas là-dedans, ils sont dans le milieu associatif, ils sont dans les honoraires, ils sont dans... La porte est grande ouverte pour faire du grand n'importe quoi. Et est-ce qu'on peut penser que, j'ai utilisé un grand mot, un grand ou un gros? Les deux. La pègre, la mafia, oui. Ne se gêne pas pour le crime organisé et tout court, hein, mais ne se gêne pas pour arroser tout ce petit monde. Je n'irai pas jusque-là. Ce que je peux dire, c'est que moi, le système politique pour certaines personnes aujourd'hui est quasiment similaire à un système mafieux. Voilà. C'est clair. Et qu'à partir du moment où vous avez un système comme ça, il y a une interpénétration qui se fait. Comment ça se fait aujourd'hui? Encore une fois, je le redis, que des lobbying se permettent de faire des lois à la place des élus. C'est bien que quelque part, il y a eu des échanges. Comment ça se fait que des fois, il y a des lobbying qui organisent des dîners, des déjeuners au sein du Sénat ou de l'Assemblée nationale? C'est-à-dire que l'entreprise privée, elle vient, elle paye à bouffer à des députés et des sénateurs. Je me dis, l'entreprise privée, elle ne fait pas de l'altruisme. Hein. Donc si elle vous invite à déjeuner, si elle paye 100 € le déjeuner, c'est qu'elle compte récupérer son investissement de base. Donc à un moment donné, il va falloir qu'on mette des verrous. Comment ça se fait qu'à l'Assemblée européenne, il y a en moyenne 20 lobbyistes par député européen? 20 mecs, personnes, qui sont payés pour vous influencer dans ce que vous avez écrit. Moi, je suis foudrage quand je vois ça. Là aussi, il faudrait qu'on fasse du ménage. Comment ça se fait qu'il y a des gens privés qui sont là pour influencer des élus de la République? Payés. Donc les mecs, c'est leur boulot. Et il y en a qui savent faire. Hein. Les élus, c'est que des humains. À partir du moment où les verrous ne sont pas là, que les contrôles ne sont pas là, il y en a qui passent à travers les mailles. Il y en a de plus en plus qui passent à travers elles, plus vous montez dans le haut de la pyramide. Moi, j'ai du mal à comprendre aussi comment un élu peut avoir 14 mandats. Je le mets dans mon livre, j'en ai un, il a eu jusqu'à 49 mandats. En même temps. Hein. Ouais. Je vois pas comment c'est possible. Ouais, je sais pas moi non plus. Le mec, il est arrivé à faire 392 heures en 24 heures. Il y a un moment donné, il faut arrêter. Et ça, mais c'est du simple bon sens. Comment ça se fait qu'on autorise ça? Parce que je vais vous dire, nous, on peut pas. Quand vous avez un salaire, vous ne pouvez pas faire plus de 33% de crédit par rapport à... Vous ne pouvez pas acheter une maison si vous dépassez les 33% en remboursement, on est d'accord? Donc il y a bien un contrôle. Pourquoi il n'y a pas de contrôle sur ces gens-là? Pourquoi ces gens-là, on les laisse prendre 15, 20, 30 mandats? Parce que c'est eux qui font le contrôle. Parce que c'est eux qui font le contrôle, on est d'accord. Parce qu'il n'y a pas de contrôle indépendant. Et ça, il faudrait peut-être qu'on le mette. Parce qu'il y en a quand même de temps en temps en France des contrôles indépendants. Mais il n'y en a pas assez. Et c'est vrai qu'il va falloir qu'on les pousse à faire ça, parce qu'ils ne vont pas le faire tout seuls. Donc il faut que les gens, maintenant, prennent une élévation de leur degré de conscience, et à chaque fois qu'ils rencontrent un élu, ils demandent par exemple s'il a été condamné. Pour au moins le savoir. Parce qu'une fois que le mec vous l'a dit, moi, à la limite, vous votez pour lui, je ne sais pas, hein, mais au moins vous le savez. Aujourd'hui, on ne sait même pas. Je veux dire, c'est un truc fou, mais complètement fou. La loi qu'ils ont passée sur la transparence des patrimoines des élus. Essayez d'aller voir le patrimoine de votre élu. Essayez. C'est impossible, c'est un parcours du combattant, encore de plus, mais de commando. Il faut être dans le même département. Il faut prendre rendez-vous 15 jours à l'avance. Vous n'avez pas le droit d'emmener de stylo. Vous ne pouvez pas faire de photos. Vous avez quelqu'un qui est derrière vous, il faut tout retenir de tête. Et en plus, vous avez le droit de rien publier. Mais c'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc? Et on appelle ça de la transparence. Et le pire, je vais vous le dire, le pire, il est parce que moi j'aime bien creuser sous le tapis. C'est-à-dire que si vous publiez quelque chose sur le patrimoine d'un élu, vous serez condamné à une amende plus forte que si on découvre que l'élu a truandé. Moi, je deviens fou. Après, je vais vous parler d'un autre truc qui me rend fou, c'est le fait de ne pas se porter partie civile sur une affaire. Vous savez ce que c'est que se porter partie civile?
Ce porter partie civile, ça permet de récupérer un peu d'argent quand quelqu'un est condamné. D'accord? Donc aujourd'hui, j'ai eu un problème dans la bouffe, vous pouvez porter plainte et vous portez partie civile. Un problème dans le racisme, vous pouvez porter plainte et vous portez partie civile. Quand un élu est en examen, il n'y a pas l'obligation de se porter partie civile, et en général, ils le font que si le mec est de l'opposition. Je vais vous citer une petite histoire dans une banlieue, une banlieue parisienne, du côté de Rambouillet. Il y a un élu qui a été condamné, qui avait détourné, mal géré, voilà, je ne rentre pas dans les détails, entre 13 et 20 millions d'euros. Ouais, ça vous parle, hein. C'est quand même des grosses sommes. Dans un premier temps, il a été condamné qu'à 20 000 euros avec sursis. Hein. Déjà. 13 millions, 20 000 euros avec sursis. Mais le pire, c'est que comme la mairie ne s'était pas portée partie civile, il n'y a pas eu possibilité de choper ce mec-là pour qu'il rembourse les 13 millions d'euros. Et donc, c'est les habitants qui ont remboursé sur leurs impôts les 13 à 20 millions d'euros. Et c'est là où ils sont 2 fois cocus. Parce qu'une fois cocu, ça fait déjà mal. Mais 2 fois, ça fait encore plus mal. Et je vous explique pourquoi. Parce que cet élu, il a bénéficié de la protection fonctionnelle des élus. C'est-à-dire que son avocat, c'est même pas lui qui l'a payé. C'est la collectivité. Donc c'est les habitants. Donc 2 choses. Non seulement les habitants ont payé l'avocat du mec qui les a enfoncés, mais en plus, ils ont remboursé la dette que le mec avait faite. Elle n'est pas beau, la France? Moi, je demande simplement, et je ne suis pas contre le fait qu'il y ait une protection fonctionnelle pour les élus. À la limite, c'est normal. Par contre, ce que je dis simplement, c'est que quand l'élu est condamné et qu'on a reconnu qu'il était coupable, il rembourse. Moi, je demande simplement, et c'est le b.a.-ba, et qu'on ne me dise pas que c'est pas possible, qu'un élu soit condamné un petit peu à la hauteur de ce qu'il a détourné, s'il est condamné. Et qu'on ne me dise pas, c'est pas possible, hein. Parce que j'ai un mec qui s'appelle Jérôme Kerviel, il a quand même été condamné à 5 milliards. J'ai une autre affaire comme ça où quelqu'un avait fait dérailler un train. Il a été condamné à 100 millions de l'époque de remboursement. Parce qu'il avait fait dérailler le train sur le passage à niveau. Donc si, encore une fois, c'est possible pour le simple lambda, pourquoi c'est pas possible pour un élu? Et pourquoi une mairie ne se porte pas systématiquement partie civile quand un élu est mis en examen? Mais ça serait tellement simple. L'élu, il n'est pas condamné. Pas de problème. Ok, on s'est porté partie civile, on a fait ce que j'appelle une prime d'assurance vie. Mais si l'élu est condamné et qu'il est reconnu coupable, avec le fait de s'être porté partie civile, on lui fait vendre sa maison. Aujourd'hui, quelqu'un qui est condamné, un chef d'entreprise, un petit chef d'entreprise qui fait un petit cas, on lui fait vendre sa maison. Un élu, non. Je vais vous en donner une petite dernière pour s'amuser. Et tout ça, c'est dans mes livres. Hein. Vous pouvez vérifier. J'ai un élu qui a été condamné à 2 millions d'euros d'amende. 2 millions d'euros d'amende. Fini lui, hein, cassation, tout, il doit rembourser. Il a passé un accord avec le trésorier payeur. Déjà, moi, ça me fait mal. Parce que si moi, je vais passer un accord avec le trésorier payeur pour ne pas payer mes 500 euros d'impôts, le mec, il me jette, il ne me reçoit même pas. Donc, il est reçu. Allez. Il a passé un... Vous savez en combien de temps il va rembourser? Madame? Pardon? Un laps de temps très long. Ouais, vous savez que le sketch, là, sur le... Je ne sais plus quel comique à l'époque, non, 162 ans. Ouais. Il a passé un accord pour rembourser la dette qu'elle a été en 162 ans. Et comme c'est une dette personnelle, puisque c'est une condamnation, quand il va mourir, la dette s'éteint. Est-ce que nous, on peut rembourser nos dettes en 162 ans? Je veux qu'on m'explique. Et bien entendu, on ne saisit pas sa maison, parce que je le connais, hein, c'est un ancien ministre. Il a maison de campagne, et tout. On pourrait prendre le pognon. Hein. Là, on a passé un accord. Il rembourse une petite somme, mais je crois que c'est 162 ans. Et à un moment donné, là aussi, où la justice, il va falloir qu'elle soit identique pour tout le monde. Et ça, c'est des faits qui sont incontestables. Je ne suis pas en train de faire de la théorie du complot ou d'inventer des choses. Tout ce que je vous dis, c'est factuel. C'est-à-dire que c'est prouvé, vérifié, recoupé. Donc c'est imparable. J'ai le nom du trésorier payeur, j'ai le nom de l'élu, j'ai bordereau de ses remboursements, j'ai tout. 162 ans. Comment aujourd'hui on peut rembourser une dette en 162 ans? J'ai du mal à comprendre. Et bien ça,
C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui pour certains élus de la République. Et ces élus-là, il faut qu'ils arrêtent, parce que le peuple n'est plus d'accord. D'autres questions? Oui, concernant le vote obligatoire, Oui. il existe en Belgique. Oui. Il existe dans 80 pays environ. Ça ne règle pas le problème. je pense. J'ai jamais dit que ça réglait le problème, j'ai dit qu'on coupait la gangrène pour l'instant. Ensuite, dans l'hypothèse où il y aurait le vote obligatoire, ça n'empêchera pas non plus les députés de faire des lois qu'ils souhaitent faire sans tenir compte de l'avis du peuple. On est d'accord. Donc l'idée, au départ, ça ne serait pas non plus de donner le pouvoir au peuple de faire des lois, plutôt que de donner le vote obligatoire. Moi, personnellement, je suis contre le vote obligatoire. C'est un droit, mais ce n'est pas un devoir pour moi. Bon. Lors d'une élection présidentielle, il y a 82-83% de votants. Ça n'empêche pas à avoir des gens qui, en fin de compte, ne représentent pas le peuple. Donc, est-ce que ça ne serait pas plutôt aller chercher l'idée, alors moi l'idée derrière c'est quoi? C'est l'initiative populaire à travers un référendum d'initiative populaire. Ça serait pas ça plutôt de mettre en avant plutôt que le vote obligatoire? C'est des hypothèses de travail. Moi, je ne dis pas que j'ai la science infuse, je donne une piste de travail. Ce que je constate complètement, et je comprends, hein, le problème c'est que les référendums, l'initiative populaire, on prend en référence souvent la Suisse, jusqu'à où ils le font souvent. Ce que je rappelle quand même, c'est que la Suisse, il y a moins d'habitants, que ça fait partie de leur culture, que je ne suis pas sûr qu'en France, les gens soient d'accord pour aller toutes les semaines voter pour une référence à une décision. Je ne suis pas sûr, honnêtement. Mais c'est à mon avis personnel, c'est pour ça que c'est... Mais c'est une des pistes de travail. Oui, hein. en Suisse, alors ça c'est... dire on ne va pas voter toutes les semaines en Suisse. On va voter quasiment tous les mois et pour 15 choses à la fois. On vote 4 fois par an. Hein, un petit peu plus. Et les votations sont programmées sur 30 ans. C'est-à-dire que là, puisqu'on est en 2016, elles sont programmées déjà jusqu'en 2046. Hein, sauf qu'à chaque fois, ils ont 40 réponses à répondre. En général, sur une votation, donc il y a des votations au niveau local ou au niveau général, mais c'est une fois tous les 4 mois. Bon, tous les trimestres, sur 3 questions générales, où les gens vont voter ou vont pas voter. Hein. On n'est pas obligé non plus de répondre systématiquement à la question. Hein. Honnêtement, pour vraiment, on ne fait pas politique, moi je suis pas contre. Hein. Je dis simplement que le système actuel, on ne peut pas le garder. Donc à un moment donné, il va falloir faire autre chose et vite. Et comment? Et vite aussi. Et comment? Non mais je sais, et vite et comment, on est d'accord. Comment ce que vous proposez, c'est quelque chose qui coûte en plus très très cher. Je ne suis pas non plus sûr qu'on soit capable de le faire. Moi, ma solution rapide, pour couper une gangrène actuelle de l'abstention, la gangrène de l'abstention, parce que c'est vraiment une table gangrène, pour moi, mais à qui doit, c'est le vote obligatoire. Mais je comprends que ça soulève des tollés, je comprends que ça... C'est juste mon avis personnel et ma piste personnelle. Après, que ce soit des assemblées constituantes, que ce soit des référendums, que ce soit... D'accord. Le seul truc que je dis, c'est vite. Vite. Or, la seule façon d'aller vite, c'est de dire demain, le vote est obligatoire, point barre. Mais qui va le décider, ça? Ah ben, on est d'accord. Comme le référendum, qui va le décider, on est d'accord. Ça ne peut être qu'une poussée populaire, comme le casier judiciaire vierge. Parce que c'est tellement évident qu'il faut que ça s'arrête. Et ça s'arrêtera par la transparence. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne se rendent pas compte. Je vous avais vu tout à l'heure, je vous ai dit 3,8% pour être au deuxième tour. 3,8%. Personne ne s'était rendu compte de ça. Quand je passe dans d'autres assemblées que je dis, il faut un casier judiciaire, je peux... Ah bon? Les gens sont persuadés que donc il y a un travail à faire. Mais plus les gens, une fois que les gens le savent, c'est fini. Ils ne peuvent plus mentir. Donc au fur et à mesure qu'on va avertir les gens en disant c'est ça, à un moment donné, ils vont faire quelque chose. Par contre, il ne faut pas se laisser aller, parce qu'ils vont nous proposer un truc bidon. Comme ils nous ont proposé il n'y a pas longtemps, le fait de comptabiliser les votes blancs, nous faisant croire que c'était une avancée démocratique. Parce que c'est ça qui se passait. Hein. Vous inquiétez pas, ça va aller mieux. Maintenant, on va compter les bulletins blancs, c'est démocratique. Ouais. Ils ont fait 2 colonnes à la place d'une. Une colonne pour les blancs, une colonne pour les... Et c'est là où il faudrait... Et moi, ce qui me fait peur avec les histoires de référendum, etc., c'est qu'à travers ça, ils vont noyer le poisson. Ça va encore avoir l'air plus démocratique, mais je l'ai vu en politique. Les conseils de quartier... Je m'en souviens, les conseils de quartier, c'est pas vieux, 2001. C'était pour donner la parole au peuple dans les quartiers. Je m'en souviens. J'y étais. Vous vous en souvenez de ça?
Dans certaines villes, il y a des conseils de quartier avec un président de quartier qui font des propositions, ils se réunissent pour savoir ce qu'ils vont faire dans le quartier. On pond un petit truc, on remonte le truc et on fait monter ça aux élus. Oh, putain, vachement démocratique. On a même du coup nommé des adjoints qui étaient chargés des quartiers. Bidon. Dans la réalité, vous nommez des mecs à vous. Les présidents de quartier qui, soi-disant, font des choses populaires, c'était des mecs qui émanent de la municipalité ou qui émanent du contre-pouvoir de la possibilité. Donc vous voyez bien que sous un prétexte de démocratisation populaire, de participation citoyenne des gens... Oui, mais c'est pas le même niveau. Hein. Là, vous parlez de participation et c'est du consultatif. Un référendum, ça force de loi, c'est une loi. Oui, mais on est d'accord. Sur le fond, je suis d'accord avec vous. Moi, j'ai peur simplement que plus les choses sont compliquées, comme les histoires de référendum, plus ils vont trouver des combines pour arriver à ce que ça ne se fasse pas ou que ça se fasse autrement, comme ce que je vous ai expliqué tout à l'heure sur le non-cumul des mandats, où je vous prouve par A plus B que d'un bon truc où on a cru que c'était quelque chose de sympa, en fin de compte, ça va être complètement l'inverse. Donc moi, j'aime bien les choses radicales et simples. Et la seule chose radicale et simple, c'est de supprimer l'abstention pour l'instant et de faire un vote obligatoire. C'est juste mon avis personnel. Mais sur le fond, sur l'élévation du degré de conscience des individus, sur la participation personnelle de chaque individu à la vie de la cité, je ne peux être que d'accord avec vous. Mais malheureusement, il faut aussi être pragmatique. Le jour où l'élévation de tous les citoyens de la France sera énorme et qu'on n'aura même plus besoin d'élus. Parce que moi, j'aurai un degré de conscience tellement élevé que j'ai pas besoin d'élus pour savoir que ce que je fais, c'est pas bien. Que mettre mes poubelles dehors alors c'est pas le jour, ou d'aller faire pisser le long d'un mur pour les mecs, ou faire d'autres choses, je saurai de moi-même que c'est pas bien. Et là, on pourra peut-être arriver à ce genre de référendum populaire, de bien social pour l'ensemble de la cité. Mais jusque-là, cher monsieur, j'ai bien peur que ça soit illusoire et que ça soit entretenu par les élus pour nous faire croire que c'est bien. Et moi, je ne veux pas tomber dans ces pièges-là. Donc je dis que la seule façon, aujourd'hui, pour revenir à une démocratie représentative, je n'ai pas dit que c'était bien, j'ai dit représentative, c'est là où il ne faut pas se bourrer sur les mots. Moi, je sais qu'en Belgique, il y a aussi quelques truands. Je sais qu'en Belgique, il y a des élus qui sont pourris. Ok ? Mais au moins, les mecs qui sont élus par l'ensemble de la population. Et aujourd'hui, en France, les mecs qui sont élus par une toute petite frange de la population. Donc ce que je proposais, c'est juste pour avoir des élus représentatifs de la population. Après, le contenu, c'est un autre problème. Sur la question du vote, qu'est-ce que tu penses du vote électronique ? Très honnêtement, mais ce n'est que mon avis personnel, hein, ceux qui regardent derrière l'écran, moi je ne suis pas pour. Parce qu'à partir du moment où vous rentrez dans l'ère électronique pour voter, vous ouvrez la porte à tous les truandages. Le seul non-truandage, c'est le type qui sort en lui-même et qui met, et encore il peut y en avoir, parce qu'on l'a eu, qui met lui-même le bulletin de vote dans l'urne. Dès que vous êtes derrière un écran, il peut y avoir plein de choses. Je vous rappelle quand même qu'il y a encore pas longtemps, il y a 2-3 jours, il y a des mecs qui ont réussi à voler des milliards en tapant sur un ordinateur. Hein. Et qu'ils se sont fait gauler parce qu'ils avaient fait une petite faute d'orthographe. Et je vous rappelle quand même qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont capables de rentrer dans n'importe quel ordinateur, que ce soit celui de l'Assemblée nationale ou de la NASA, pour changer des chiffres, pour changer des trucs. Donc je vais vous dire, pour des élus, des votes électroniques, mais c'est un bonheur. Pour le petit élu truand qui va pouvoir truander le vote électronique en faisant croire que c'est un bonheur. Alors que quand vous obligez les gens quand même à se déplacer pour aller mettre un bulletin de vote, ça devient déjà beaucoup plus compliqué de truander. Et vous êtes de temps en temps, comme il y en a encore un qui l'a fait il n'y a pas longtemps, obligé de mettre des bulletins de vote dans les chaussettes. Mais quand vous les sortez des chaussettes, ça se voit. Ça se voit. Donc moi, personnellement, et je rejoins monsieur, par rapport à une citoyenneté, parce que c'est aussi une responsabilisation. Le fait de se rendre dans un bureau de vote et de mettre... Alors que si vous êtes derrière votre écran et que vous tapez, bon, Bobonne, je mets quoi? Je mets A ou je mets B? Tu vois, on va pas tourner à The Voice. Hein. Taper 1 pour machin, taper 2, taper 3, taper 4. Même ça, on le sait aujourd'hui, c'est truandé. Donc pourquoi ça ne serait pas pour les élections? Donc moi, le vote par électronique, excusez-moi, la sécurisation n'est pas absolue. Je vous rappelle des trucs simples, encore une fois, aujourd'hui les cartes de crédit que vous avez tous, les petites cartes bleues, Visa, etc. Je crois qu'il y a un petit scandale sur les trucs où ça passe tout seul, où je peux récupérer votre code, je peux tout récupérer. Hein. C'était soi-disant hyper sécurisé. Je me mets derrière vous avec un logiciel, j'ai votre numéro de compte, je sais où vous mangez, avec qui vous avez mangé, avec qui vous couchez et où vous étiez. Donc, moi j'ai très peur de ces choses-là pour l'instant, tant que c'est pas très sécurisé. Mademoiselle, vous avez une question? Oui, je voulais vous demander que fait la justice? En ayant autant d'informations, il faut faire quelque chose. La justice a fait ce qu'elle peut, et ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que la justice a fait beaucoup de moyens.
C'est-à-dire C'est-à-dire que de plus en plus, il manque des juges, il manque des greffiers. Il y a un tas de retard sur le... Et puis il y a aussi des juges qui sont pas clean, qu'on soit clair. Aujourd'hui, donc une fois quand le système est vérolé quelque part, l'ensemble de la société suit. Mais justement, c'est quand même curieux, c'est un monde quand même de requins, donc... Mais dans la justice, il y a aussi pas mal de requins. Mais à contrario aussi, je peux vous assurer, j'ai des chiffres, il manque des choses dans la justice. Aujourd'hui, ils ont porté plainte contre l'État au tribunal de Bobigny parce qu'ils n'ont plus de quoi s'acheter des stylos bleus. Il y a des gens qui ont été libérés en Corse il n'y a encore pas tellement longtemps parce qu'ils n'avaient plus de papier à mettre dans les fax. Donc je dis, non, mais il y a des élus truands, je suis d'accord. Il y a des juges truands. Il y a des juges qui ne sont pas clairs aussi. Mais il y a un manque flagrant de moyens pour la justice. Les prisons sont surpeuplées. On ne fait aucune prévention. On ne fait que de la répression, de la mauvaise répression. Les actes ne sont pas faits. Il y a des tonnes d'actes comme ça qui ne sont pas rédigés parce que les greffiers n'ont pas pu les remplir. Donc il y a des gens qui ont été condamnés il y a 5 ou 6 ans et le jugement n'a pas été mis en exécution. Donc il y a aussi des lacunes et des problèmes. Mais c'est vrai que là aussi, il faudrait revoir un petit peu un certain nombre de choses au niveau de la justice. Il n'y a pas assez de contrôle dans certaines juridictions. C'est national, on parle quand même de... C'est grave, quoi. Mais oui, c'est pas grave. Genre quelqu'un qui a racketté ou qui a une barre de shit ou quoi. Non, là, c'est vraiment l'État... Mais oui, c'est grave. Pourquoi aujourd'hui... Je voudrais qu'on m'explique, moi, je voudrais comprendre pourquoi aujourd'hui certains élus sont jugés au bout de 20 ans. Il y a bien un problème avec la justice, là. Les mecs sont condamnés au bout de 20 ans. Je le rappelle, M. Tibéri, 21 ans de procès. Pourquoi comme résultat? Alors qu'on sait que c'est vrai ce qu'il a fait, etc. Donc il y a un problème aussi avec la justice. Mais bon, excusez-moi, je ne suis pas Dieu, je ne suis pas le Père, je ne suis pas gourou, je ne suis pas une assistance sociale et je ne peux pas gérer tous les problèmes du monde. Moi, ce que je connais bien, c'est le dossier des élus. Je connais bien le problème des dossiers et avec des petites marges sur la justice. Parce qu'à cause des élus, je m'aperçois que la justice ne fonctionne pas bien. Mais je ne suis pas non plus à même et le spécialiste de vous dire tout sur la justice. Et quelqu'un qui commence à vous dire qu'il connaît tout sur tout, c'est pas bon signe. D'autres questions? Profitez-en, je suis là. Est-ce que vous n'avez pas peur de démoraliser la population avec un tel constat? Si la vérité démoralise, ça devient grave. Ça veut dire que le mensonge rend heureux. Donc moi, la vérité, elle n'est pas faite pour démoraliser. Elle est faite au contraire, plus il y a de transparence, moins il y aura d'abus. Encore une fois, je le répète, la plupart de ces gens n'existent que sur l'opacité de la façon dont ils fonctionnent. Parce que nous avons tort, nous n'allons pas chercher l'information. Nous avons tort, nous ne regardons pas, une fois qu'on a élu ces gens-là, on ne regarde plus ce qu'ils font. On sont élus, bon, tu t'occupes de moi et puis tu fais ce que tu veux. Non, non, il faut aller contrôler ces gens-là constamment. C'est la moindre des politesses. Et en plus, je le redis, ces gens-là doivent être exemplaires. Si moi, je délègue ma possibilité de choisir à quelqu'un qui doit choisir pour moi, ce mec-là doit, ou cette femme, excusez-moi mesdames, parce qu'il y en a marre de parler que de masculin sur ce genre de choses, ce mec-là ou cette femme-là doit être exemplaire. C'est une règle première. Et malheureusement, il y a un certain nombre d'élus qui passent les droits et qui dépassent la ligne rouge et qui dépassent la ligne jaune. Et c'est plus, je le dis à chaque fois, c'est plus qu'on ne le dit, c'est moins qu'on ne le dit, mais plus qu'on ne le sait. Moins qu'on le dit, plus qu'on ne le sait. Parce que là aussi, il y a des lacunes. Là aussi, on ne sait pas encore tout. Moi, j'ai découvert un certain nombre d'élus, parce que je creuse, etc. Mais je peux vous assurer qu'il y en a quand même beaucoup plus. Mais on ne le sait pas. Parce qu'il y a toute une vague de connivence silencieuse qui se met en place autour des élus et qui font que ça n'arrive pas à sortir. Parce qu'il ne faut pas croire. Un élu qui truande, il n'est pas tout seul. Il y a la secrétaire qui signe le truc. Il y a le conseil municipal qui avalise la décision. Il y a le conseil municipal qui vote en regardant à côté. Il y a le contrôle de légalité de la préfecture qui n'est pas exécuté. Il y a le versement du trésor public qui se dit, tiens, il y a de l'argent qui part, là, pourquoi c'est bizarre, cet argent-là, il part pour un truc et normalement, ça devrait être pour autre chose. Pourquoi toute cette chaîne de gens ne dit pas à un moment donné, stop? Il y a quelque chose qui colle pas. Et il y a... Donc ça commence, il y en a pas, mais il n'y en a pas beaucoup. Je vais vous donner un exemple. Vous connaissez Tracfin? Donc Tracfin, c'est l'organisme qui est chargé de surveiller tout mouvement d'argent litigieux. Normalement, les banques doivent, dès que vous dépassez les 15 000 € en liquide que vous déposez sur votre compte en banque, doivent prévenir Tracfin pour lutter contre le blanchiment d'argent. D'accord? La plupart du temps, ils le font. Mais moi, j'ai découvert un truc sur Guégan. Vous savez, monsieur Guégan, celui qui a acheté 2 petits tableaux pour 500 000 €.
Tout ce que je vous dis encore une fois est vrai et marqué dans mon livre. Donc M. Guégan, qui lui a eu une transaction de 500 000 euros. On ne parle plus de 15 000 euros là. 500 000 euros. La banque qui a reçu l'argent et les virements bancaires l'a déclaré à Tracfin au bout de 5 ans, quand il y a eu les premiers articles dans la presse. Donc là aussi, il y a des problèmes. Là aussi, il y a quelque chose qui ne va pas. Et je vais vous en donner un autre cadeau pour ce soir aussi. L'argent liquide, vous savez que depuis le 1er septembre 2015, vous n'avez plus le droit de payer quelque chose en liquide à la hauteur de plus de 1 000 euros. C'est-à-dire que si vous achetez une machine à laver 1 600 euros, vous ne pouvez plus l'acheter en liquide. C'est illégal. Vous devez la payer avec un virement ou un chèque. On est d'accord? Ça nous a été annoncé comme une lutte anti-trafic de drogue. Ok. Ok. Encore une fois, ces gens-là savent, ces gens-là ont le pouvoir, ces gens-là pensent que pour lutter contre le blanchiment d'argent, il ne faut plus qu'on paye plus de 1 000 euros en liquide. Très honnêtement, je ne pense pas que c'est la raison. Mais là aussi, il y a un mec qui s'appelle Pasco qui a été fouillé sous les tapis. Et j'ai découvert dans cette loi, ce qu'on a oublié de vous dire, hein, que si vous jouez au PMU, vous avez le droit de dépenser 3 000 euros en liquide. Mais le PMU, c'est pas un truc où tu peux aussi blanchir du pognon? Donc de qui se moque-t-on là encore? Et ça, c'est une loi qui a été votée. Donc c'est valable pour nous et c'est pas valable pour eux. Et à un moment, il faut qu'ils s'arrêtent. Et là aussi, il y a des problèmes. Mais comme on ne va pas fouiller, on prend que ce que je vous disais en début de petite conférence, on ne prend malheureusement que le dessus de l'iceberg. On ne va pas chercher ce qui est en dessous. Dernier petit point de détail, il faudrait qu'on y revienne. Dans la Constitution, et je vais arrêter là pour ce soir parce qu'il faut quand même que vous ayez dormir, dans la Constitution, il est marqué que pour être élu, la fonction d'élu est une fonction bénévole. C'est pas moi qui l'ai, c'est marqué dans la Constitution. Il faudrait que les élus arrêtent, et certains élus, encore une fois, pas tous, arrêtent de s'en mettre plein les poches. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ça va, je vous ai pas trop ennuyé?